C'était une arme suicide, un projet qui a échoué dès le premier combat, forçant les soldats soviétiques à abattre leurs propres chiens qui revenaient en courant vers les tranchées. Mais, au lieu de classer cette idée comme une erreur monstrueuse, on l'a transformée en quelque chose d'encore plus terrible, en un système où le chien devait craindre son maître plus que le char ennemi. Dans ce film, nous allons vous montrer comment des jeunes filles de 18 ans transformaient leurs meilleurs amis en mines vivantes et comment cette arme, dont se moquait toute la Wehrmacht, est devenue le cauchemar personnel de la Panzerwaffe. Une arme qui, au prix d'une cruauté inimaginable et de destins brisés, a détruit plus de 300 chars allemands. Dans un système où la mort était programmée et où le succès signifiait l'autodestruction, il était impossible de survivre. Chaque maître chien, en envoyant son animal au combat, lui disait adieu pour toujours. C'était la loi. Immuable, comme la loi de la guerre. Mais parfois, dans le chaos sanglant des combats, l'impensable se produisait. Un miracle avait lieu. Il s'appelait Buran, un grand chien hirsute de race indéterminée, aux yeux intelligents et un peu tristes. Son maître, un gamin nommé Alexei, l'aimait à la folie. Il avait tout appris à Buran. Et maintenant, dans une tranchée boueuse près d'Orel, il devait l'envoyer à la mort. Un char allemand rampait droit sur eux en crachant du feu. Alexei a retiré la goupille, a chuchoté quelque chose à son oreille hirsute et a tapé Buran sur le dos. « Allez, mon grand, allez !» Buran s'est mis à courir, bas, rapide, comme on le lui avait appris. Alexei a fermé les yeux, attendant l'explosion. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Il comptait les secondes. 1, 2, 3. Au lieu du choc sourd sous le blindage, un craquement sec et assourdissant a retenti tout près. Alexei a ouvert les yeux. Le char vers lequel Buran courait a tressauté et s'est immobilisé, enveloppé de fumée. Des langues de feu ont jailli de la tourelle. L'équipe du fusil anti-char, postée dans un cratère voisin, l'avait devancé d'une fraction de seconde. L'obus avait touché la soute à munitions. Et Buran, assourdi par l'explosion, était assis dans la neige à une dizaine de mètres du blindé en flammes et secouait la tête, désorienté. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. La cible avait disparu. La mission était annulée. Il a regardé le char, puis la tranchée où se trouvait son maître, et il est reparti en courant. Quand Alexei a vu Buran courir vers lui, vivant, indemne, il est resté figé un instant. Première pensée, un raté. Le détonateur n'a pas fonctionné. La deuxième, une terreur panique. Il fonce ici avec sa charge mortelle. Mais la terreur a aussitôt laissé place à une joie irrationnelle et dévorante. Vivant, il est vivant. Buran a sauté dans la tranchée et s'est mis à lécher le visage de son maître. Les soldats assis à côté ont d'abord reculé de peur, puis, comprenant qu'il n'y aurait pas d'explosion, ils les ont entourés. Alexei pleurait, sans honte de ses larmes, et serrait le cou poilu du chien. Il le caressait, le palpait, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. On a appelé un sapeur. Un vieil homme moustachu, sans dire un mot, a prudemment détaché les sangles du pactage. Il a longuement examiné le mécanisme, puis a tendu à Alexei la tige du détonateur. Elle était pliée presque en deux. Un éclat de l'explosion du char l'avait heurtée, la déformant sans l'activer. Une autre chance sur 1 million. Un autre hasard invraisemblable dans la loterie de la guerre. La nouvelle de la survie de Buran s'est répandue dans tout le bataillon. Les soldats venaient le voir comme une bête curieuse. Ils lui apportaient leurs rations, des morceaux de sucre, des croûtons de pain. Il n'était plus un simple chien. Il était devenu un symbole, un talisman. Si même un chien suicide avait pu revenir vivant d'un tel enfer, alors eux aussi avaient une chance. C'était Dieu lui-même qui l'avait sauvé. Alors eux aussi survivraient. Le commandant, au lieu d'envoyer Buran à la prochaine bataille, a ordonné de le garder à l'état-major. Jusqu'à la fin de la guerre, Buran a vécu là, accueillant et raccompagnant les soldats, remuant paresseusement la queue. Il était devenu une légende vivante, un rappel que même dans le système le plus inhumain, bâti sur une mort certaine, il reste parfois une place pour un miracle. Un petit miracle hirsute et incroyable, qui redonnait de l'espoir là où il semblait avoir totalement disparu. La guerre est un processus d'apprentissage. Cruel, sanglant, mais inévitable. Chaque camp apprend de son ennemi.
Et la Wehrmacht passait des moqueries sur l'arme canine aux cris de panique sur les ondes radio apprenait aussi. Leur attitude envers les chiens anti-chars a évolué. Du mépris à la haine, et de la haine à quelque chose de nouveau, à un respect sombre et réticent. Le bureau d'un enquêteur du NKVD. Une lampe blafarde arrache 2 visages à la pénombre. Le visage fatigué et impassible d'un capitaine soviétique et celui d'un officier allemand prisonnier. Un Oberleutnant, commandant d'une compagnie de chars. Un aristocrate aux traits fins et au regard d'acier, inflexible. L'interrogatoire dure depuis plusieurs heures. On parle de tactique, d'effectifs, des points faibles du nouveau blindage des Panthères. Et à un moment donné, le capitaine, plus par curiosité que par protocole, pose une question. « Que pensez-vous de nos chiens démolisseurs? » L'Oberleutnant se tait un instant. Son regard se perd, comme s'il voyait à travers le mur, de retour là-bas, sur le champ de bataille. Il choisit lentement ses mots. « Au début, dit-il en russe avec un fort accent, nous en rions. Nous pensions que c'était le désespoir de sauvages. Une barbarie asiatique, comme l'écrivaient nos tracts. Cela semblait ridicule, pas sérieux, indigne d'un soldat. Il marque une pause, se remémorant. Puis nous les avons haïs. La première fois que j'ai vu un petit chien pulvériser la chenille de mon meilleur équipage, ce n'était pas de la fureur. C'était du dégoût. C'était sale, incorrect. La guerre, c'est un duel d'acier, un duel de volonté. Et ça, c'était quelque chose venu des enfers. L'enquêteur écoute en silence, sans l'interrompre. Il voit que ce n'est pas de la propagande. Le prisonnier est sincère. Nous avons appris à les craindre, poursuit l'Allemand. Chaque buisson, chaque cratère pouvait dissimuler cette menace. Nous avons commencé à tout brûler devant nous. Nous dépensions des obus et du carburant pour nettoyer 50 mètres d'espace devant nos chars. Cette arme nous ralentissait, elle nous tapait sur les nerfs, elle nous poussait à commettre des erreurs. L'Oberleutnant lève les yeux vers le capitaine, et dans son regard, il n'y a plus ni mépris, ni haine, seulement une fatigue froide et pesante. « Et puis j'ai compris, dit-il doucement. J'ai compris que ce n'est pas de la barbarie, ni de la sauvagerie, c'est la guerre totale. Vous, les Russes, vous ne vous battez pas comme nous. Nous nous battons avec une armée. Vous vous battez avec tout un peuple, avec tout ce que vous avez. Vous jetez tout dans la bataille. Les hommes, les femmes, les enfants et même vos chiens. Vous êtes prêts à tout sacrifier et tout le monde pour la victoire. » Il se penche en arrière sur sa chaise. Et ça inspire. Il cherche de nouveau le mot, à la fois du dégoût et du respect. Le respect pour un tel désespoir, pour une telle volonté de résister. Nous ne nous battons pas simplement contre une armée. Nous nous battons contre un pays qui est prêt à sacrifier son âme pour survivre. Vaincre des gens comme ça, il secoue la tête. Vaincre des gens comme ça sera incroyablement difficile. Le silence s'est installé dans le petit bureau enfumé. L'enquêteur soviétique regardait son ennemi et, pour la première fois, il ne voyait pas en lui un simple prisonnier, mais un homme qui avait compris l'essence même de cette guerre. Il comprit que les chiens anti-chars n'étaient pas une simple tactique. Ils étaient un symbole. Le symbole d'une guerre sans règles, sans pitié, sans limite. Une guerre où, pour l'emporter, on utilisait tout ce qui pouvait nuire à l'ennemi. Et cette peur, mêlée de respect dans les yeux de l'adversaire, était aussi une arme, peut-être l'une des plus efficaces. Le système était impitoyable, l'ordre était absolu. La guerre exigeait des sacrifices. Mais l'homme, même simple rouage dans l'immense machine de guerre, cherche toujours un moyen de tromper le système, surtout lorsqu'il s'agit de la vie d'un ami. Et là-bas, sur la ligne de front, au milieu du feu et de la mort, naissait non seulement une tragédie, mais aussi une légende. La légende de l'ingéniosité du soldat. Il s'appelait Jack, un chien des plus intelligents, un croisement de berger allemand et d'un quelconque vagabond des forêts. Son maître, un Sibérien nommé Egor, était un homme silencieux, mais obstiné. Il aimait son chien de cet amour silencieux et fort dont seuls les hommes forts sont capables, et l'idée de devoir envoyer Jack à une mort certaine lui était insupportable. Pendant que les autres instructeurs inculquaient au chien le réflexe inconditionnel d'une course sans retour, Egor, en secret, la nuit, apprenait autre chose à Jack.
Avec un sac de paquetage et des bâtons, il fabriquait un leurre de mine. Et pendant des heures, en chuchotant, il répétait le même ordre, l'accompagnant d'un geste et d'un morceau de sucre. Un ordre qui ne figurait dans aucun règlement. Il avait appris à Jack à courir vers une maquette de char, à plonger dessous, puis, en tirant avec ses dents sur une sangle spécialement cousue, à larguer la mine et à revenir immédiatement. C'était presque un numéro de cirque. Une figure incroyablement complexe pour un animal en situation de stress. Mais Jack était intelligent et Igor était patient. Il y croyait. Nous allons tromper la guerre. Et leur jour arriva. Leur compagnie fut envoyée pour colmater une brèche dans la défense. Les chars allemands avançaient par vagues. Le commandant, voyant Igor s'affairer avec son chien, cria « Sibérien, qu'est-ce que tu attends? Vas-y !» Igor retira la goupille. Il se pencha vers Jack. « Allez, mon ami, comme on a appris, allez !» Et Jack se mit à courir. Tous ceux qui étaient dans la tranchée retinrent leur souffle. Ils attendirent l'explosion, mais elle ne vint pas. Le chien atteignit le char de tête, se faufila sous les chenilles et ressortit de l'autre côté. Vide, sans son sac à dos mortel, et il se mit à courir à toutes jambes vers la tranchée. « Traître, sale lâche !» hurla quelqu'un à côté. Le commandant levait déjà son fusil pour abattre le chien, comme l'exigeait la consigne non écrite. Mais à cet instant, une explosion retentit. Le char allemand tressaillit, pencha et s'immobilisa. La mine, laissée par Jack précisément sous le galet de roulement, avait fonctionné. Jack, ayant déjà atteint la tranchée, sauta à l'intérieur et frotta joyeusement son nez humide contre la main d'Igor. Un silence de mort s'installa dans la tranchée. Tous regardaient tantôt le char fumant, tantôt le chien vivant qui remuait la queue, tantôt le visage calme du Sibérien. Le commandant abaissa lentement son fusil. Il s'approcha d'Igor. Son visage était impénétrable. Pour une telle initiative, pour la violation de tous les ordres imaginables et inimaginables, c'était le tribunal militaire, le peloton d'exécution. Il regarda Igor longuement, durement, puis il porta son regard sur le résultat, le Panzer détruit qui bloquait la route à toute la colonne. Il se retourna, plongea silencieusement la main dans son sac, en sortit une boîte de corned beef américain du pré-bail, le plus grand trésor sur le front, et la tendit à Igor. « Nourris ton magicien », fut tout ce qu'il dit. Et il continua son chemin dans la tranchée, donnant des ordres. Cette histoire, bien sûr, ressemble à une légende du front. Peut-être a-t-elle été inventée par les soldats pour conserver une parcelle d'espoir, pour croire que même dans cette boucherie, on pouvait rester humain, qu'on pouvait à la fois exécuter un ordre et sauver celui qui nous est cher. Mais chaque légende naît d'une vérité. Et la vérité, c'est que le soldat russe, même face à une mort inéluctable, a toujours cherché sa propre, sa troisième voie. Une voie où l'audace, l'ingéniosité et l'amour se révélaient plus forts que l'ordre le plus cruel. 1944. La guerre déferlait vers l'ouest. Le grondement du canon ne se faisait plus entendre près de Moscou, mais près de Varsovie et de Budapest. L'armée rouge avait changé. Elle n'était plus cette armée en retraite, exsangue, de 41. Elle était devenue une machine de guerre puissante, expérimentée, bien armée, une machine à vaincre. Et dans le fracas de ses chenilles et le tonnerre de ses canons, l'arme du désespoir devenait superflue. Son temps était révolu. Dans les centres d'entraînement à l'arrière, où régnait encore, il y a peu, un esprit d'instruction impitoyable, quelque chose avait imperceptiblement changé. Les chiens n'étaient plus affamés. Ils n'étaient plus battus pour la moindre faute. À la place des moteurs de chars rugissant sur les polygones, on entendait désormais d'autres sons. Le clic discret d'un détonateur de mine, les ordres calmes de l'instructeur, l'aboiement joyeux d'un chien ayant trouvé une charge d'exercice. Le programme des chiens anti-chars ne fut pas annulé par un ordre retentissant. Il s'est simplement éteint. Doucement, discrètement, sans parade ni salve d'adieu. Comme s'éteint un feu dans lequel on a cessé de jeter du bois. La raison était simple et pragmatique, l'économie de la guerre. Le front fut inondé d'un flot de nouvelles armes anti-chars bien plus efficaces. Les légendaires fusils PTRD et PTRS étaient désormais dans chaque section d'infanterie.
Apparurent les grenades à main à charge creuse, capables de percer le blindage d'un tigre. Dans le cadre du pré-bail, les bazookas américains affluaient, et notre propre artillerie nationale avait appris à frapper juste avec des obus sous-calibrés. Face à cet arsenal, un chien avec 12 kg de TNT sur le dos semblait un anachronisme. Une relique de cette terrible époque où il fallait colmater les brèches dans la défense littéralement avec son propre corps. Et avec le corps de ses animaux. L'intendant à l'état-major du front, en rédigeant une demande de renfort, remplaçait désormais la ligne « Détachement de chiens destructeurs », 50 unités, par PTRS, 100 unités, dotation en munitions, 5000 cartouches. C'était plus efficace, plus fiable, plus prévisible. Une balle, contrairement à un chien, n'aura pas peur. Un obus ne fera pas demi-tour. Les chiens restants et leurs instructeurs connurent un nouveau destin. On commença à les recycler en masse. Ceux qui avaient été créés pour porter la mort devaient maintenant sauver des vies. Leur flair subtil, qui devait auparavant sentir l'odeur d'un char ennemi, était maintenant réglé sur l'odeur des explosifs. Ils devenaient des mineurs. Ils rampaient devant l'infanterie en progression, trouvant et marquant les surprises mortelles laissées par les Allemands. Chaque charge explosive qu'ils trouvaient représentait des dizaines de vies sauvées. D'autres étaient reconvertis en agents de liaison. Ils couraient avec des messages sous le feu, là où un homme ne pouvait ramper et où le fil de communication se rompait. D'autres encore devenaient aides-soignants, transportant des paquetages de médicaments et évacuant les blessés du champ de bataille. Le chien revenait à sa vraie nature. Il redevenait un aide, un ami, un sauveur. On ne le forçait plus à être un kamikaze. Les analystes du renseignement allemand remarquèrent également ces changements. Dans leur rapport, le terme « Hundeminen » apparaissait de moins en moins. L'ennemi a pratiquement renoncé à l'utilisation de chiens démolisseurs, constatait-il. Il semble qu'ils aient misé sur les moyens anti-chars standards. Le déclin du programme fut silencieux et logique. Il était né dans le feu de la retraite, avait atteint son apogée sanglant dans les grandes batailles du tournant de la guerre et s'était doucement éteint dans les lueurs de la victoire approchante. Une page terrible, cruelle et controversée de l'histoire militaire était tournée. Mais pour ceux qui y avaient inscrit leur nom et ceux de leurs compagnons, cette guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Mai 45. Berlin était tombé. Les derniers coups de feu avaient retenti. Le monde, fou de joie, célébrait la victoire. Les soldats rentraient chez eux, héros, vainqueurs, ils voyageaient dans des wagons à bestiaux, couverts de médailles, rêvant d'une vie paisible, de pain, de silence. Mais parmi eux, il y en avait qui portaient un fardeau invisible. Ceux pour qui la guerre ne s'était pas terminée avec le dernier coup de feu. Elle s'était installée en eux pour toujours. Nina Ipatova, cette même jeune fille de 18 ans qui avait un jour fait ses adieux à son berger allemand Julba, était de retour dans son village natal. Elle avait survécu. Elle avait traversé toute la guerre. Elle avait été blessée, commotionnée, mais elle avait survécu. On l'accueillit en héroïne. On la serra dans les bras. On pleura de joie, mais elle regardait tout cela avec un certain détachement, comme à travers une vitre épaisse. Le soir, à la table de fête, alors que tout le monde chantait et levait son verre à la victoire, à Staline, aux morts, elle restait silencieuse. Tous se réjouissaient, mais elle ne voyait qu'une chose, les yeux de Julba. Ce tout dernier regard, plein de confiance, au moment où elle avait retiré la goupille et donné l'ordre « Vas-y ». Elle revivait sans cesse cette scène dans sa tête. Comment il avait couru, comment l'explosion l'avait englouti. Comment il ne restait sur la neige qu'une tache sombre et déchiquetée. Cette victoire lui avait coûté une partie de son âme. Les créateurs du programme, les grands chefs et les scientifiques essayaient eux aussi de continuer à vivre. Le colonel Medvedev continua à diriger l'école Étoile Rouge, mais il ne développait plus que des spécialités militaires pacifiques pour les chiens. Le cynologue Alexandre Mazover devint l'un des plus grands experts du pays. Écrivit des dizaines de livres sur les races, le dressage, la psychologie animale. Mais dans ses travaux tardifs, dans sa biographie officielle, les chiens anti-chars ne sont mentionnés que par quelques lignes sèches et administratives. Comme s'il essayait d'effacer ce chapitre de sa vie. Comme s'il avait honte.
comme si lui, le créateur de la méthode, portait jusqu'à la fin de ses jours la culpabilité d'avoir appris à faire confiance à l'homme qui les envoyait à la mort. Quant aux simples maîtres chiens, leur traumatisme était différent, plus profond, plus personnel. Un jour, le garçon du voisin accourut vers Nina, traînant joyeusement derrière lui un petit chiot aux oreilles tombantes. « Tante Nina, regardez, apprenons-lui des ordres, vous savez faire. » Nina regarda le chiot. Il lui toucha la main avec confiance de sa truffe humide. Et elle retira sa main comme si elle se brûlait. Elle ne pouvait pas. Physiquement, elle ne pouvait pas. Sa main refusait de donner l'ordre assis ou couché. Sa voix ne lui obéissait plus, parce que chaque ordre résonnait dans sa mémoire comme un écho de ce dernier. Celui qui avait coûté la vie. Elle ne put jamais plus avoir de chien. Pour le monde entier, la guerre était finie. Les héros étaient rentrés chez eux. Il fallait construire une nouvelle vie, reconstruire les villes, élever des enfants. Il fallait oublier les horreurs du passé. Et cette page de l'histoire, gênante, cruelle, peu héroïque, fut oubliée plus vite que les autres. Elle ne cadrait pas avec le portrait d'apparat de la grande victoire. Mais pour ceux qui avaient vécu cela, l'oubli était impossible. Les cicatrices de l'âme ne se refermaient pas. Ils portaient en eux ce souvenir, comme un éclat d'obus. Le souvenir d'une loyauté transformée en arme. Le souvenir d'une amitié sacrifiée. Le souvenir du dernier regard de ces yeux de chien fidèles. Et cette guerre silencieuse, à l'intérieur d'eux-mêmes, a continué jusqu'à la toute fin. Le temps est le meilleur des guérisseurs et le plus impitoyable des censeurs. Il efface de la mémoire ce dont il est douloureux de se souvenir. Il cache dans les archives les plus reculées les pages gênantes et cruelles de l'histoire, ne laissant visible que la reliure d'apparat, brillante. Et l'histoire des chiens anti-chars est devenue l'une de ces pages. Sur le mont Poklonaya, à Moscou, parmi les monuments dédiés aux grandes batailles et aux armées glorieuses, il en est un, presque invisible. Un chien de bronze, un berger allemand, les oreilles prudemment couchées. Sur son dos, un paquetage. Celui-là même, le mortel. Il n'a pas de nom, pas de grade. Sur le piédestal, pas même une épitaphe, juste la silhouette d'un chien, figée dans l'attente éternelle d'un ordre. Elle se dresse là, au cœur même du mémorial de la victoire, comme une mémoire silencieuse, comme un reproche muet. Après la guerre, on a évité de parler d'eux. Leur exploit ne cadrait pas avec la saga héroïque. Comment raconter aux enfants, lors d'une leçon de courage, que leur grand-père envoyait leur fidèle chien à la mort? Comment inscrire dans les chroniques officielles de la victoire l'histoire de ces moments où il fallait tuer ses propres amis, les plus loyaux, alors qu'ils revenaient en courant vers les tranchées? C'était une vérité trop complexe, trop douloureuse, et l'on a préféré l'oublier. Dans les mémoires des maréchaux, vous ne trouverez pas de chapitre consacré au bataillon de chiens. Dans les films de guerre, vous ne verrez pas de scène où une jeune instructrice fait ses adieux à son animal. L'histoire a conservé le souvenir des exploits des pilotes, des tankistes, des fantassins, des partisans. Et les chiens destructeurs, eux, sont devenus une curiosité historique. Une note de bas de page en petits caractères dans d'épais ouvrages scientifiques. Une impasse de la pensée militaire, née du désespoir. Pour l'historien moderne, c'est un symptôme terrible mais essentiel de la guerre totale. La preuve des sacrifices et de la cruauté dont est capable un homme acculé. Une tragédie qu'il est crucial de se remémorer pour comprendre le véritable coût de la victoire, loin des défilés. Mais pour le passant d'aujourd'hui, qui se promène dans un parc, cette histoire sonne comme une fiction. Des chiens kamikazes, jamais entendu parler. Est-ce que c'est seulement possible? Ça ressemble à un mythe, à un conte effrayant. La vérité est devenue si lointaine et si incroyable qu'il est difficile d'y croire. L'oubli a été presque total. Et seule cette silhouette de bronze sur le mont Poklonaya continue de se dresser. Un métal froid qui a conservé le souvenir de ce qui fut vivant, chaud, dévoué. De la fourrure qui sentait la poudre et la peur. D'une truffe humide se pressant contre une paume gelée. Dieu rempli d'une confiance sans bornes. Elle est là, seule. Pour tous les autres, pour Rex et Alma, pour Julba et Buran, pour les milliers de bâtards et de bergers allemands sans nom dont l'exploit fut aussi immense qu'ignoré.
Un monument silencieux pour les milliers de ceux qui ont marché vers l'éternité, ne laissant derrière eux rien d'autre que ce métal froid. Et notre mémoire. 1935. Les environs de Moscou. L'école centrale militaro-technique de chiens d'utilité Étoile Rouge. L'air sans les feuilles mortes, la poudre à canon et le poil de chien. Alexandre Pavlovitch Mazover, le meilleur sinologue du pays, observe le point culminant de plusieurs mois de travail. Il n'est pas militaire dans l'âme. C'est un scientifique, un intellectuel, qui croit en la puissance de la science et en l'intelligence infinie de l'animal. Son meilleur chien, le berger allemand Rex, attend l'ordre. Les yeux du chien sont fixés sur son maître. On y lit une confiance absolue, sans limite. Au loin, un char d'entraînement T-26 fait cliqueter ses chenilles, un geste bref. Et Rex s'élance. Il ne court pas, il vole au-dessus du sol, bas, rapide, dans un seul élan de muscles et de volonté. Les élèves officiers qui observent le test retiennent leur souffle. Le chien ignore le fracas du moteur. Il n'a pas peur du mastodonte d'acier. Pour lui, ce vrombissement est une promesse. La promesse de nourriture. Le chien plonge sous le châssis du char. 1 seconde. Et il ressort déjà de l'autre côté en remuant la queue. Mission accomplie à la perfection. Les élèves officiers éclatent en applaudissements. Ils voient un triomphe. Une nouvelle arme, géniale dans sa simplicité, est née. Mais Mazover ne sourit pas. Il se détourne lentement pour que personne ne voie son visage. Lui, le créateur de cette méthode, voit tout autre chose. Il voit qu'il vient de transformer la plus grande vertu du chien, sa loyauté, en un mécanisme de mort. Il lui a appris à faire confiance à l'homme qui l'enverra à la mort. Dans les années 30, le monde se préparait à la guerre des moteurs. Les états-majors de toutes les armées du monde dessinaient sur les cartes les flèches rapides des colonnes de blindés. Le blindage s'épaississait, les canons devenaient plus puissants. Le char se transformait en arme absolue, en dieu invincible du champ de bataille. Et en Union soviétique, consciente de son retard technologique, on cherchait une réponse asymétrique. Une réponse qui n'exigerait ni usines complexes, ni acier coûteux, ni longues années pour former des ingénieurs. La réponse devait être simple, bon marché, et massive. L'idée, née dans les murs de l'Étoile Rouge, semblait impeccable, presque élégante. Elle ne reposait pas sur la métallurgie, mais sur la biologie. Sur la grande théorie de l'académicien Pavlov sur les réflexes conditionnés. La logique était d'une simplicité meurtrière. Si l'on affame un chien pendant longtemps et qu'on ne lui donne de la nourriture qu'à un seul endroit, il s'y précipitera en ignorant tous les dangers. Et cet endroit devait être l'espace le plus vulnérable du char. Son ventre. C'est ainsi que commença le développement d'une arme sans équivalent dans le monde. Des milliers de chiens dans toute l'Union, bergers de race des clubs de Lozo Aviakim et simples bâtards réquisitionnés auprès de la population, devinrent la matière première de la nouvelle machine de guerre. Pendant des mois, on leur inculqua une seule règle simple. Le cliquetis des chenilles et le vrombissement du moteur sont un signal. Le signal que sous le mastodonte blindé, une gamelle de viande les attend. La faim devait devenir plus forte que la peur. Sur le dos du chien, on fixait un pactage. 12 kg de TNT, assez pour déchirer une chenille, percer le fin blindage du plancher et transformer la redoutable machine de guerre en un tas de ferraille immobile. Et au-dessus, dépassant du pactage, une tige en bois de 20 cm, le détonateur. Primitif, mais fiable. Quand le chien plongeait sous le char, la tige butait contre le châssis, s'inclinait et déclenchait l'explosion. Pour le commandement de l'armée rouge, c'était l'arme du futur. Une mine autoguidée, capable de trouver sa cible et de la frapper à son point le plus vulnérable. Le coût de formation d'un chien était sans commune mesure avec le coût d'un canon anti-char. Et tandis que les usines allemandes de Krupp produisaient des centaines de chars, les chenilles soviétiques pouvaient produire des milliers de projectiles vivants. Pendant ce temps, à Berlin, dans les états-majors de la Wehrmacht, on dessinait les plans de la guerre parfaite, du Blitzkrieg. Leur tactique reposait sur une logique impeccable, sur l'interaction des chars et de l'aviation, sur la discipline et la supériorité technologique.
L'idée qu'on pourrait leur opposer, non pas de l'acier, mais de la chair et du sang, non pas des canons, mais des crocs et une loyauté, ne leur venait tout simplement pas à l'esprit. Le concept du chien-mine était au-delà de leur conception de l'art de la guerre. Au-delà de leur imagination. Ils se préparaient à affronter des soldats sur le champ de bataille. Ils n'étaient pas préparés à affronter des fantômes nés du désespoir. Alexandre Massover regardait ses protégés. Ils étaient parfaits, intelligents, obéissants, dévoués. Lui et ceux comme lui, les meilleurs sinologues du pays, avaient exécuté l'ordre. Ils avaient créé une arme basée sur l'amour et la confiance. Et bientôt, cette arme allait affronter le feu pour la première fois. Aucun d'entre eux ne savait encore que la théorie, impeccable sur les polygones tranquilles des environs de Moscou, allait se heurter à la réalité. Et que cette réalité se révélerait plus effroyable que tous les calculs. Le système, né dans le silence des bureaux et sur les plans des stratèges, prenait une âme sur les terrains d'entraînement. Et cette âme était toute jeune. Les instructeurs, les maîtres de ces kamikazes, n'étaient pas de rudes vétérans, mais des lycéennes de la veille. Des jeunes filles qui venaient à peine d'avoir 18, 19 ans. Elles venaient de villes et de villages soviétiques ordinaires, pleines du désir de défendre la patrie, et on ne leur remettait pas un fusil, mais une laisse. Leur tâche était de transformer un être vivant et aimant en une arme. Mais la guerre est toujours un paradoxe. Pour créer l'arme parfaite, elles ont dû devenir son meilleur ami. La nuit avant le départ pour le front, le caporal Nina Ipatova est assise sur le sol d'un enclos froid. À côté d'elle, sa tête, lourde posée sur ses genoux, est couché son berger allemand Julba. Dans l'air flotte une odeur épaisse de chien, de foin et de larmes non versées. Demain, à l'aube, on les chargera dans un train militaire qui les emmènera vers l'ouest dans le fracas et les flammes. Pour leur premier et dernier combat. Nina ne dit pas un mot. Elle se contente de brosser sa fourrure. La brosse dure gratte le poil épais et noir. Encore et encore. Un mouvement monotone, apaisant. Elle essaie de mémoriser chaque détail. La sensation du corps chaud et vivant sous sa main, les yeux bruns et intelligents qui suivent chacun de ses mouvements. La façon dont il soupire, confiant, dans son sommeil. 6 mois plus tôt, il n'était pour elle que le chien numéro 42. Une mission. Une unité de combat. Elle lui apprenait à ne pas craindre les tirs, à ramper, à trouver la gamelle tant désirée sous un char vrombissant. Elle était stricte. Elle l'affamait pour que le réflexe devienne impeccable. C'est ce qu'exigeait le règlement. C'est ce qu'exigeait le colonel Medvedev. Mais jour après jour, semaine après semaine, le règlement cédait le pas à la vie. Le chien numéro 42 était devenu Julba, un ami intelligent, dévoué, qui l'accueillait avec des aboiements joyeux, qui pouvait comprendre un ordre d'un seul de ses regards, qui léchait les gouttes salées sur ses joues quand elle pleurait de fatigue et de désespoir. Entre eux, un lien s'était créé, profond, muet, absolu. Ce lien qui ne peut exister qu'entre un être humain et son chien. Et ce lien faisait partie du mécanisme mortel. Plus Julba aimait Nina, plus il lui faisait confiance, et plus il exécuterait avec précision son dernier ordre. Elle devait devenir son monde tout entier, pour qu'ensuite, au moment décisif, ce monde lui désigne une mort par le feu sous les chenilles d'un char ennemi. Quelque part au loin, à la gare, une locomotive à vapeur pousse un long sifflement, le signal d'une séparation imminente. Nina enfouit son visage dans sa fourrure. Elle se souvient des lignes de la lettre qu'elle vient d'envoyer à une amie. Il est si intelligent, il comprend tout. Parfois, j'ai l'impression qu'il sait où nous allons. Il me regarde avec des yeux qui me fendent le cœur. Elle n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Elle est un soldat. Mais maintenant, dans le silence de la dernière nuit de paix, elle n'est qu'une jeune fille de 18 ans qui dit adieu à son meilleur ami. Et à 1000 kilomètres de là, dans une tranchée boueuse près de Smolensk, le tankiste allemand Hans nettoie la mitrailleuse de son Panzer. Il pense au gel russe, à la boue impraticable, aux fusils anti-chars qu'on a surnommés les marteaux. Il se prépare à affronter l'acier, le feu, la fureur désespérée mais prévisible de l'infanterie ennemie. Son monde est fait de calibres, d'épaisseurs de blindage et de cartes d'offensive.
Lui, soldat professionnel d'une grande armée, ne peut même pas imaginer que bientôt, son principal ennemi ne sera ni un canon ni un obus, mais un petit point sombre filant à toute vitesse à travers un champ enneigé. Un point dans les yeux duquel on lit la dévotion sans limite pour une jeune fille. Été 1941, front sud-ouest, la terre est sèche et chaude comme la cendre. Dans l'air, un vrombissement sourd et lourd. Ce n'est pas le tonnerre. Ce sont les chars qui approchent. Le soldat Ivan Lysenko est assis dans une tranchée peu profonde, serré contre le parapet poussiéreux. Il n'a pas peur. Il est curieux. Car aujourd'hui, il doit assister à un miracle. Depuis plusieurs jours, on leur parle d'une nouvelle arme secrète, des perces blindées à 4 pattes qui arrêteront les panzers allemands. Ils regardent les maîtres chiens, de jeunes hommes pâles qui caressent leurs bêtes et sentent l'espoir grandir dans sa poitrine. La voilà notre réponse, simple et géniale. À l'horizon apparaissent les boîtes noires des chars allemands. Ils rampent inexorablement, soulevant derrière eux des colonnes de poussière. Le commandant, l'œil collé à ses jumelles, lâche un ordre bref et sec. « Allez-y !» Et le miracle commence. 30 torpilles vivantes, 30 chasseurs entraînés sont lâchés. Ils foncent à travers le champ calciné, se tapissant au ras du sol. Pendant un instant, un silence triomphal règne dans la tranchée. Les soldats regardent, le souffle coupé, leurs fidèles compagnons voler à la rencontre de l'armada d'acier. Mais quelque chose ne va pas. Après avoir parcouru la moitié du chemin, les chiens ralentissent soudain leur course. Ils s'arrêtent, tournent sur place, gémissant, désorientés. Leur monde, bâti sur un réflexe, s'est effondré en une seconde. L'odeur. L'odeur n'était pas la bonne. Pendant 6 mois, on leur a appris que la nourriture sentait le gazole, comme leur T26 et T34 natal. Mais ces boîtes noires sentaient l'essence. Une odeur âcre, étrangère, incorrecte. L'instinct, plus fort que n'importe quel dressage, leur hurlait « c'est étranger ». C'est un danger. Et où est le salut? Le salut est là où se trouve l'odeur familière, là où sont leurs maîtres, là où, derrière la colline, sont abrités leurs propres chars diesel. Et ils ont couru. En arrière. Ivan Lysenko n'en croit pas ses yeux. L'espoir dans sa poitrine laisse place à la stupéfaction, puis à une terreur glaciale. Les chiens, leur arme miracle, ont fait demi-tour et courent vers eux, vers leur propre ligne. Droit dans les tranchées, sur le dos de chacun, 12 kilos de TNT, armés. Le premier à réaliser la panique fut le commandant. Son visage s'est déformé. Il a hurlé, à s'en briser la voix. « Arrière, repoussez-les !» Mais il était trop tard. Les animaux loyaux, cherchant protection auprès de leur maître, approchèrent déjà. Et c'est alors que retentit l'ordre le plus terrible qu'on puisse entendre. « Feu! Sur les chiens, feu! » L'enfer s'est déchaîné dans leur propre tranchée. Les soldats qui, 1 minute plus tôt, regardèrent les chiens avec espoir, leur tiraient dessus, paniqués. Les fusils frappaient des cibles vivantes, porteuses de mort pour les leurs. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre, une trahison. Mais qui avait trahi qui, il était déjà impossible de le dire. Pendant ce temps, à l'intérieur du panzer de tête, le tireur allemand Klaus observait par l'étroite fente du triplex une scène absolument surréaliste. Il a vu les Russes lâcher une meute de chiens. Il les a vus courir à travers le champ. Et puis, les Russes eux-mêmes se sont mis à leur tirer dessus. « C'est quoi ce cirque ?» demanda-t-il au commandant. « On dirait qu'ils sont tous devenus fous là-bas », répondit d'une voix grave le chef de char sans quitter son viseur. L'équipage eut un rire nerveux. Quelle armée sauvage, asiatique, un ennemi primitif, absurde, qui s'autodétruit avant même le début du combat. Ils n'avaient même pas compris que c'était une arme dirigée contre eux. Pour eux, ce n'était que la preuve du chaos total qui régnait au sein de l'armée rouge. Le premier combat ne fut pas seulement un échec. Ce fut une catastrophe, un verdict. La théorie, si parfaite sur le papier, s'était brisée sur une simple formule chimique. La différence entre le gazole et l'essence a coûté des dizaines de vies et le moral brisé de toute une unité. L'espoir naïf en une arme miracle est mort ce jour d'été, fusillé par ses propres créateurs dans les tranchées poussiéreuses, sous les rires assourdissants de l'ennemi.
L'échec sur le champ de bataille a engendré un monstre. Il n'est pas né dans les états-majors ou les bureaux d'études. Il est né ici même, dans les tranchées, dans les yeux des soldats confrontés à la plus terrible conséquence de l'erreur. La nécessité de tuer ceux qu'ils avaient apprivoisés. Le maître chien, Piotr Semyonov, est couché, plaqué au sol. La terre tremble. Quelque part, des mortiers pilonnent, mais il ne les entend pas. Il ne voit que sa chienne, Alma. Une bâtarde, la plus intelligente de toute la portée. Il l'avait personnellement choisie pour son intelligence et son courage. Il partageait sa ration avec elle. Il lui avait appris tout ce qu'il savait, et l'heure est venue. Il désigne le char allemand de tête, une courte tape sur le dos. L'ordre « Vas-y ». Et Alma, comme on le lui a appris, démarre en trombe, un éclair noir filant au-dessus de l'herbe jaunie. Piotr la suit d'un regard plein d'espoir et de peur. « Cours. S'il te plaît, cours jusqu'au bout. Elle y est presque. 100 mètres, 50. Mais la guerre est une loterie d'éclats. L'un d'eux, un éclat perdu, arraché à la terre par une explosion proche, lui a lacéré la patte arrière. Alma a poussé un cri perçant, enfantin, et s'est effondrée sur le flanc. Le char est passé à côté d'elle, sans la remarquer. Piotr la voit essayer de se relever. Elle se dresse sur 3 pattes et, en traînant la 4e, revient en boitillant, vers lui. Dans ses yeux, il n'y avait rien d'autre que la douleur et la confusion. Elle cherchait le salut auprès de son maître, auprès de son Dieu. Elle rampait vers lui, laissant derrière elle un mince filet de sang. Et sur son dos, le mécanisme tic-taquait, prêt à se déclencher au moindre mouvement maladroit. Piotr a hurlé sans même entendre sa propre voix. « Arrière, Alma, arrière !» Mais elle n'écoutait pas, elle ne voyait que lui. Son humain. Son salut. À côté de Piotr était allongé le chef de section, un jeune lieutenant dont le visage était devenu gris de crasse et de tension. Il ne voyait pas un chien blessé. Il voyait 12 kilos de TNT rampant vers la tranchée où se trouvaient 2 dizaines de combattants. Il a attrapé Piotr par l'épaule, ses doigts s'enfonçant comme des tenailles. « Tire, Semyonov, tire, bordel !» Mais Piotr ne pouvait pas. Ses mains, qui tenaient le fusil, étaient devenues de pierre. Tout son être hurlait « non ». C'était son Alma. Il ne pouvait pas tirer dans ses yeux. Des yeux qui le regardaient avec une confiance infinie. Le lieutenant comprit tout. Il ne dit plus un mot. Il arracha simplement le fusil des mains engourdies de Piotr, l'épaula. Le coup de feu claqua, court, sec, professionnel. Alma tressaillit et s'immobilisa. Ses yeux restèrent ouverts, fixés sur la tranchée où se trouvait son maître. Piotr Semyonov resta 3 jours sans pouvoir parler. Il obéissait aux ordres, mangeait, nettoyait son arme, mais ne prononça pas un son. Quelque chose s'était brisé dans son monde, irréversiblement. Et du côté allemand, un observateur a consigné l'épisode dans son journal de bord. Ennemis désorganisés, les soldats tirent sur leurs propres chiens, leur morale est brisée. Pour lui, ce n'était qu'une touche de plus au tableau de la décomposition de l'armée ennemie. Il ne voyait pas la tragédie, il voyait un signe tactique. L'ordre de « détruire les chiens qui reviennent » n'était inscrit dans aucun règlement. Il naissait de lui-même, de la logique sanglante du combat, et il était inexécutable. Il n'exigeait pas d'un soldat de tuer un ennemi. Il exigeait de tuer un ami pour sauver ses camarades. Il exigeait de sacrifier une part de son âme. C'était le prix de l'erreur commise à l'arrière. Un prix payé, non pas par les généraux, mais par des gars simples comme Piotr Semyonov, qui voyaient leur commandant tuer leurs chiens sous leurs yeux. Ou, ce qui était encore plus terrible, qui devaient le faire eux-mêmes. Cet ordre transformait les soldats en bourreaux, et la tranchée en un lieu où mourait non seulement l'espoir, mais aussi l'humanité. Dans n'importe quelle autre armée du monde, la catastrophe du premier combat aurait signé l'arrêt de mort du programme. Il aurait été qualifié d'erreur monstrueuse, de curiosité coûteuse et inefficace. Les chiens restants auraient été réformés et les ingénieurs responsables traduits en cour martiale. Mais c'était l'armée rouge de 1941, une armée qui ne pouvait pas s'offrir le luxe de reconnaître ses erreurs. Surtout quand il n'y avait plus d'endroit où battre en retraite. L'échec n'a pas mené à l'abandon, il a mené au durcissement. Année 1942. Le polygone enneigé de l'école Étoile Rouge. Le gel est tel que le métal brûle la peau.
Le colonel Grigori Panteleimonovitch Medvedev se tient là, indifférent au froid. Son visage, buriné et sévère, semble taillé dans le granit. Il observe l'entraînement de la nouvelle promotion. De jeunes instructeurs poussent les chiens vers des chars rugissants et fumants. Mais quelque chose a changé. L'atmosphère est différente. La dernière once de chaleur en a disparu. Medvedev voit comment les chiens se serrent toujours contre les jambes de leur maître. Ils cherchent protection. Ils font confiance. Et c'est précisément en cela qu'il voit désormais la racine de tous les échecs. La confiance, l'attachement, l'amour. Sur le front, ces sentiments se transformaient en faiblesse. Ils poussaient les chiens à rebrousser chemin vers la protection de leur maître. Ils empêchaient le soldat d'appuyer sur la détente quand c'était nécessaire. Ils s'approchent d'un groupe d'instructeurs. Ce ne sont plus les jeunes filles naïves de 1941. Leurs regards sont devenus plus durs, leurs mouvements plus brusques. La guerre a consumé leur sentimentalité. Medvedev les balaie d'un regard lourd et prononce une phrase. Une phrase qui est devenue la nouvelle philosophie, impitoyable. La devise fatale de tout le programme. Retenez bien ceci. Le chien doit avoir plus peur du dresseur que du char. Dans le silence du matin glacial, ces mots sonnent comme une sentence. Fini les caresses et les mots d'encouragement. Seulement une discipline de fer. Seulement la faim et la peur. Désormais, la tâche de l'instructeur n'est pas de devenir l'ami du chien. La tâche est de devenir pour lui une force plus terrible et inéluctable que le fracas de la bataille, le feu des mitrailleuses et même la mort elle-même. Le chien doit courir vers l'avant, non pas parce qu'il y a de la nourriture, ni parce qu'il fait confiance à son maître. Il doit courir vers l'avant, parce que rester à ses côtés est encore plus terrifiant. La méthode de dressage change. Désormais, les chars sur le polygone ne font pas que rouler. Ils tirent à blanc. Autour, des charges de simulation explosent. On habitue les chiens à l'enfer. Et quiconque tente de se cacher ou de fuir reçoit un coup. Brutal, douloureux. Le maître qui, hier encore, était une source de tendresse, devient une source de douleur. C'était une rupture de la volonté. L'objectif était unique. Dans le cerveau de l'animal devait se construire une nouvelle chaîne de fer. Le char, c'est effrayant, mais le maître est plus effrayant encore. La seule voie de salut, c'est de fuir. De le fuir. Là-bas, vers le feu. Et cette logique inhumaine a commencé à porter ses fruits. Les chiens ne revenaient plus. Ils couraient vers l'avant avec le désespoir des condamnés. Ils fonçaient vers leur objectif, car le chemin du retour leur était fermé. Fermé par la peur de celui qu'ils avaient autrefois aimé. Le commandement soviétique n'y voyait pas de la cruauté. Il y voyait de l'efficacité. Le système n'a pas échoué, décidèrent-ils. L'exécution était incorrecte. Nous allons le faire fonctionner, à n'importe quel prix. Alors que les divisions blindées allemandes déferlèrent vers la Volga et que Moscou était dans leur dos, le prix n'avait plus d'importance. Il n'y avait nulle part où battre en retraite. Pendant ce temps, les états-majors du renseignement allemand sur le front de l'Est commençaient à recevoir des rapports. Étranges, inquiétants. Les Russes, malgré des échecs évidents, continuent d'utiliser leurs chiens, mais maintenant, ils agissent différemment. De manière plus agressive, plus efficace. L'arme dont toute la Wehrmacht s'était moquée avait muté. De curiosité, elle se transformait en une menace réelle, bien que locale. L'ordre fut donné, traiter cette tactique avec le plus grand sérieux. La volonté de fer du commandement soviétique se heurtait au pragmatisme de la machine de guerre allemande. Et cette confrontation ne faisait que commencer. 1942, front de l'Est. Le tankiste allemand Hans von Lück est assis sur le blindage de son Panzer, essayant de réchauffer ses doigts gelés sur une tasse de café de substitution. La guerre s'est transformée en une routine poisseuse et sale. Mais récemment, quelque chose de nouveau était apparu dans cette routine. Quelque chose d'irrationnel. Il l'a vu pour la première fois il y a une semaine. Leur colonne avançait sur une route détrempée quand, de la forêt en bordure, 3 ombres sombres ont jailli. Elles ne ressemblaient pas à des fantassins. Elles étaient trop rapides, trop basses. Le mitrailleur sur la tourelle a réagi instantanément, arrosant de plomb le mouvement suspect. 2 ombres sont tombées. Mais la 3e est passée. Hans l'a vue au dernier moment.
un simple bâtard avec une sorte de bosse sur le dos. Il a plongé sous le char voisin. L'explosion n'a pas été assourdissante comme celle d'un obus, mais sourde, déchirante. Comme si un marteau géant avait frappé le blindage depuis le sol. Le char du lieutenant Schmidt a tressauté, s'est incliné et s'est immobilisé, enveloppé de fumée noire. La chenille était en lambeaux. Depuis, la tension au sein des équipages n'est jamais retombée. L'arme dont ils se moquaient un an plus tôt était de retour. Et elle était devenue différente, plus méchante, plus efficace. Les Russes avaient changé de tactique. Ils ne lançaient plus les chiens dans des attaques frontales en terrain découvert. Maintenant, ils agissaient depuis des embuscades, depuis la forêt, depuis les ruines des villages, depuis de profonds ravins. Ils laissaient les chars s'approcher à 100, voire 50 mètres, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils lâchèrent leurs mines vivantes. Il ne restait presque aucune chance de réagir. Dans les documents d'état-major allemand, un nouveau mot apparut, Hundeminen, chien-mine. Le surnom méprisant devint rapidement un terme officiel. Le général Gott, commandant du groupe de Panzer, publia une directive spéciale lue devant chaque équipage. À toutes les unités du front de l'Est, à l'apparition dans le champ de vision de n'importe quel chien en zone de combat, ouvrir immédiatement le feu pour abattre. Chaque chien doit être considéré comme un Hundemine potentiel. La guerre s'est transformée en chasse. Les tankistes, dont la mission était de détruire les blindés et l'artillerie, scrutaient désormais chaque buisson, chaque cratère, cherchant non pas le reflet d'une optique, mais un mouvement dans les sous-bois. Les mitrailleuses de caisse, autrefois silencieuses jusqu'au contact direct avec l'infanterie, crépitaient maintenant sans interruption, balayant le terrain devant la colonne. La consommation de munitions a doublé. Le rythme de l'offensive a ralenti. Hans von Lück a écrit dans son journal « Nous faisons face à une résistance fanatique. Ils jettent des chiens avec des explosifs sous les chars. Ce n'est pas la guerre, c'est une sorte de barbarie asiatique. Les équipages sont nerveux. Chaque chien qui court dans un champ déclenche le feu de toutes les mitrailleuses. » Pour le soldat allemand, élevé dans l'idée de la supériorité technologique et d'une guerre propre et chevaleresque, ce fut un choc. Le dégoût se mêlait à la nécessité forcée d'être sur ses gardes. C'était déloyal, injuste. C'était une arme de sauvage. Mais elle fonctionnait. Et dans les tranchées soviétiques, cette peur était palpable. Ils voyaient comment les chars allemands se déplaçaient plus prudemment, comment ils commençaient à sonder la route à coups de mitrailleuses, comment l'infanterie accompagnant les chars marchait désormais devant, brûlant aux lance-flammes tous les abris suspects. L'effet psychologique s'est avéré non moins important que les dégâts matériels. Chaque machine détruite par un chien coûtait aux Allemands non seulement du métal, mais aussi des nerfs. Chaque tankiste allemand savait désormais que dans n'importe quelle forêt russe, dans n'importe quel village russe, il pouvait s'attendre non seulement à un canon de 45 en embuscade, mais aussi à une petite mort, rapide et inéluctable, courant à quatre pattes. L'arme du désespoir commençait à inspirer la peur. Hiver 41, les abords de Moscou. La neige, épaisse et lourde, avait dissimulé les blessures de la terre. Mais elle ne pouvait cacher le froid. Ce froid qui pénétrait jusqu'aux os et paralysait non seulement le métal, mais aussi la volonté humaine. L'armada de chars allemands, épuisée mais toujours puissante, tentait un dernier effort désespéré pour percer jusqu'au cœur de la capitale. Sur l'un de ces axes, près d'un embranchement ferroviaire sans nom, un bataillon tenait la défense presque à court de moyens anti-chars. Les fusils anti-chars étaient impuissants contre le blindage frontal des panzers. L'artillerie avait été anéantie lors des combats précédents. Tout ce qu'ils avaient, c'était des fusils, des grenades et un détachement spécial de chiens anti-chars qui leur avait été affecté. Le dernier espoir. L'arme de la dernière chance. Le commandant du bataillon observait à la jumelle l'avalanche qui approchait. 12, 13, il perdit le compte. 2 douzaines de boîtes d'acier rampaient sur la neige vierge, rien ne semblait pouvoir les arrêter. Il se tourna vers le commandant du détachement canin, un jeune lieutenant aux joues gelées. « Préparez-les » lança-t-il sèchement. Et dans ce mot, il n'y avait ni foi ni enthousiasme, seulement la froide détermination d'utiliser tout ce qu'ils avaient. Les chiens étaient lâchés par vagues, par 4, par 5.
Il jaillissait de tranchées peu profondes creusées dans la neige, presque invisibles sur le fond blanc. Des points noirs filant à toute allure au-devant de leur destin. Les Allemands les repérèrent presque aussitôt. Les mitrailleuses de caisse se mirent à crépiter, soulevant des gerbes de neige. Le premier chien tomba, le deuxième, le troisième. Mais le quatrième perça, un choc sourd sous le châssis du char de tête. Le blindé tressaillit, de la fumée s'en échappa et il pivota maladroitement sur place, une chenille arrachée. L'attaque s'essouffla un instant. Et aussitôt, la deuxième vague déferla. De nouveau le feu. De nouvelles pertes et un nouveau succès. Un autre char s'immobilisa en gitant. La panique est contagieuse. Les tankistes allemands, voyant leurs camarades se faire sauter par en dessous, commencèrent à perdre leurs nerfs. Ils tiraient au hasard, craignant de s'approcher davantage. Ils ne comprenaient pas d'où viendrait le coup. Ce jour-là, sur ce secteur du front, l'attaque de chars allemande fut stoppée. Le soir, quand le combat cessa et qu'une lune glaciale se leva sur le champ de bataille parsemé de carcasses fumantes, le commandant du bataillon rédigea son rapport pour l'état-major. Sa main, dans son gant gelé, traçait avec peine les lettres sur le papier. Il n'y écrivait ni sur l'héroïsme ni sur l'exploit. Le texte était sec et factuel comme un bulletin météo. Au cours d'un combat acharné, les forces du détachement de chiens anti-chars affectés à notre unité ont réussi à stopper l'offensive ennemie. 12 chars ennemis détruits, l'attaque a été déjouée et la panique semée dans les rangs de l'adversaire. Perte parmi les chiens et les maîtres chiens, 100%. 100%. Cela signifiait qu'aucun chien n'était revenu. Aucun de ces jeunes gars qui les avaient amenés ici n'avait survécu. Jusqu'au bout, ils avaient lâché leurs animaux sous un feu nourri. Le prix de ce succès était absolu, mais à l'état-major, puis à Moscou, ces lignes austères se transformèrent en légende. Le journal La Pravda parut avec un titre retentissant. Nos fidèles amis à quatre pattes, des héros qui ont défendu la patrie de leur corps. La machine de propagande se mit à tourner à plein régime. L'histoire des chiens qui avaient stoppé une armada de chars se répandit sur tous les fronts, s'enrichissant de nouveaux détails incroyables. Elle devint un symbole de résistance, l'exemple qu'il était possible et nécessaire de frapper l'ennemi par tous les moyens. L'exploit, né du désespoir, se mua en une affiche éclatante, inspirant les combattants à de nouvelles prouesses. Pendant ce temps, à l'état-major allemand, cet incident fut consigné dans le journal des opérations comme un contretemps fâcheux. Sur ce secteur, l'attaque a été déjouée par l'utilisation d'armes non conventionnelles par l'ennemi. Les pertes sont déplaisantes, mais non critiques. Ils n'y virent aucun triomphe. Ils n'y virent qu'une nouvelle manifestation de l'obstination irrationnelle et fanatique des Russes, une donnée avec laquelle il leur fallait composer. Ainsi naquit un triomphe contraint, une victoire payée à un prix si élevé qu'il était plus facile d'en parler avec le langage des affiches que de se souvenir de son vrai visage. Une victoire amère, comme la fumée sur un champ enneigé jonché des corps de héros qui n'avaient même pas de nom. Pour l'officier d'état-major, c'était une ligne dans un rapport. Pour le propagandiste, un titre de journal. Pour le tankiste allemand, un instant de terreur glaciale. Mais pour un homme figé dans une tranchée, c'était le moment de vérité. Un moment qui s'étirait en éternité. Pour le maître chien, le voilà. Assis, blotti contre la terre gelée. À côté de lui, son chien, son ami, son arme. Il sent le corps chaud trembler sous sa main. De froid ou de peur, impossible à dire. Un vrombissement emplit ses oreilles. Les moteurs vrombissent. Le métal hurle. Les hommes crient. Le monde entier est devenu un seul hurlement assourdissant. Il voit la cible. La croix noire sur le blindage gris rampe lentement droit sur eux. 150 mètres. 100. Le moment est venu. Ses doigts, engourdis par le gel, cherchent l'anneau froid en métal. La goupille de sécurité. Il la tire. Le déclic est presque inaudible dans le vacarme général. Bu pour lui, il résonne plus fort qu'un coup de feu. C'est fait. Le mécanisme est armé. Désormais, son ami, ce sont 12 kilos de TNT, prêts à exploser au moindre choc. Il se penche jusqu'à l'oreille du chien, ses lèvres murmurent les derniers mots. Lesquels? Personne ne le saura jamais. Peut-être des mots d'encouragement, peut-être des mots de pardon. Ou peut-être simplement un nom.
Et puis vient l'ordre, celui-là. Court, sec, terrifiant dans sa banalité. Va. Et le chien court. À cet instant, pour le maître chien, le monde se réduit à un seul point, à la petite silhouette sombre qui file sur le champ de neige. Il la suit du regard. Et il prie. Mais pourquoi? Pourquoi prie un homme qui a envoyé son seul ami à une mort certaine? Pour qu'il y arrive? Oui, bien sûr. Pour qu'il ne soit pas fauché par une rafale de mitrailleuses, pour qu'il accomplisse sa mission, pour que son sacrifice ne soit pas vain, pour que le char qui rampe vers sa tranchée se change en un tas de métal fumant, pour que lui et ses camarades restent en vie. Il prie pour le succès, pour la victoire. Mais au même instant, une autre prière, désespérée et sans espoir, jaillit du plus profond de son âme, pour qu'il n'y arrive pas, pour qu'un miracle se produise, pour que le char ennemi dévie sa course, pour qu'il soit touché par un obus une seconde avant, pour que le chien prenne peur et revienne. Non, pas qu'il revienne, qu'il s'enfuit, simplement, dans la forêt, dans les champs, n'importe où, loin de cet enfer, pour qu'il survive. S'il vous plaît, faites qu'il survive. Deux prières, mutuellement exclusives, déchirent sa conscience. L'une comme l'autre, c'est la mort. Le succès de la mission, c'est la mort du chien. L'échec, c'est peut-être la sienne. Il regarde, incapable de détourner les yeux, cette terrible course contre le temps et le destin. Et dans la boîte d'acier qui fonce sur lui, le mitrailleur allemand voit dans son viseur une petite cible rapide. Pour lui, ce n'est pas un ami, ni un être vivant. C'est juste une menace. Le numéro 16 de la directive sur les Hundeminen. Il suit calmement, méthodiquement, la cible de son canon, l'alignant dans sa mire. Il appuie sur la détente. Et à cet instant, à la même seconde, 3 hommes en différents points du champ de bataille demandent à Dieu des choses totalement différentes. Le maître chien prie pour un miracle. Le mitrailleur allemand pour un tir précis. Et le commandant dans sa tranchée pour une explosion. Anna Somova, l'une des rares dresseuses survivantes, en parlera des décennies plus tard dans une interview. Sa voix sera basse, fêlée. Le plus terrible, c'était l'ordre « Va ». Tu retires la goupille, tu tapes le chien sur le dos et il court. Et toi, tu le suis du regard. Et tu pries, sans savoir pourquoi. Pour qu'il y arrive ou pour qu'il n'y arrive pas. L'un comme l'autre, c'est la mort. C'était une prière sans espoir. Une prière dont chaque réponse était une tragédie, et elle s'est répétée des centaines, des milliers de fois dans les champs infinis de la guerre la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Juillet 1943. Le saillant de Koursk. L'air fond de chaleur et de haine. La terre est devenue un enfer noir, ravagé par le métal. La plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité a atteint son apogée. Ici, sur ces champs, se jouait le destin de la guerre. Et ici, dans cet enfer, l'arme du désespoir devait dire son dernier mot, le plus retentissant. Sur l'un des flancs du front de Voronej, dans le secteur de la 6e armée de la garde, les tigres et les panthères allemands tentaient de percer la défense. Ils avaient déjà franchi la première ligne de tranchées, écrasé les batteries d'artillerie et pilonnaient maintenant la seconde. Rien ne semblait pouvoir arrêter ce fleuve d'acier. Mais le commandement soviétique avait préparé une surprise. Tandis que le gros des forces contenait l'assaut frontal, sur le flanc du groupe d'attaque, dans les seigles touffus et des abris creusés à la hâte, un détachement spécial était tapi. 160 chiens, l'ultime réserve, l'ultime argument. Les tankistes allemands de la 12e division de Panzer de la Wehrmacht étaient sur d'eux. Ils sentaient déjà le goût de la victoire. Les canons anti-chars russes ne parvenaient pas à percer le blindage frontal de leur nouvelle machine. Ils avançaient, tirant en mouvement, ne rencontrant presque aucune résistance, et soudain, la terre a pris vie. Cela ne ressemblait pas aux attaques précédentes. Les chiens ne couraient pas en vagues rares et solitaires. Ils ont déferlé tous en même temps, de dizaines de points différents, des dizaines de petites morts, rapides et silencieuses. Ils fusaient à travers le champ, collés au sol, se perdant dans les herbes hautes et la fumée. L'équipage du Tigre de tête les remarqua trop tard. Le mitrailleur a ouvert le feu, mais les cibles étaient trop nombreuses, trop rapides. Tandis qu'il tentait d'en viser une, 3 autres avaient déjà franchi la zone morte. Première explosion.
deuxième, troisième. Elles n'étaient pas puissantes comme des bombes d'avion, mais elles étaient fatales. Un tigre s'immobilisa, une chenille arrachée. Une panthère à côté de lui piqua du nez, touché sous le compartiment moteur. Un autre char se mit à tournoyer sur place, enveloppé par les flammes. Des cris de panique retentirent sur les ondes. Hundeminen überall. Des chiens mines, ils sont partout. L'attaque, si assurée 1 minute plus tôt, s'est enlisée. Les tankistes, enfermés dans leur cercueil d'acier, se retrouvèrent piégés. Ils ne pouvaient pas effectuer de tirs précis sur des cibles qui étaient trop proches, trop basses. Ils voyaient ces ombres plonger sous les blindés voisins et tressaillaient en attendant l'impact. Certains équipages commencèrent à reculer, tentant de sortir de la zone de destruction. D'autres s'arrêtèrent simplement, arrosant de feu tout autour d'eux, dans l'espoir de repousser la menace invisible. La formation se disloqua, l'ordre fut rompu. La percée était étouffée. Ce jour-là, dans ce secteur, la 12e division de Panzer perdit 12 machines. 12 des plus récents et plus puissants chars, la fierté de la Panzerwaffe. Ils n'avaient été arrêtés ni par des canons, ni par des avions, ni par des champs de mines. Ils avaient été arrêtés par une arme qu'ils méprisaient, une arme née de la faim, de la peur et de l'ingéniosité désespérée des soldats. Le commandant de la 6e armée de la garde, recevant le rapport, hocha brièvement la tête. Objectif atteint. La percée des chars sur le flanc est stoppée. Le prix est élevé, mais il est justifié par le résultat. 16 chiens et leur maître chien ont accompli leur devoir. Et le général allemand, regardant la carte et écoutant les rapports du front, ne pouvait cacher sa fureur. Nous avons perdu une 12aine de machines à cause de je ne sais quelle sauvagerie, hurlait-il dans le combiné. Les Russes ne se battent pas selon les règles. Leur fanatisme est irrationnel. Il avait raison. Ce n'était pas une guerre selon les règles, c'était une guerre pour la survie. C'était le sommet, l'apogée, le moment de la plus haute et sanglante efficacité des chiens anti-chars. Le triomphe du désespoir, atteint sur les champs brûlés près de Koursk. Après cela, leur rôle ira en déclinant. De nouveaux moyens de lutte, plus perfectionnés, apparaîtront. Mais en ce jour de juillet, dans la fumée et le fracas de la plus grande des batailles, le dernier mot leur est revenu. À ces petits héros sans nom, dont l'unique exploit fut de courir jusqu'au bout. Ainsi se termine cette histoire. L'histoire de la façon dont, dans le creuset d'une guerre totale, la plus haute des vertus, la loyauté, fut transformée en un mécanisme mortel. Ce n'est pas tant un récit sur une arme oubliée qu'un récit sur cette terrible ligne au-delà de laquelle l'homme, au nom de la survie, est prêt à sacrifier l'essence même de son humanité. Et la question principale qu'elle laisse derrière elle résonne encore aujourd'hui. Où se situe la frontière entre la cruauté contrainte, nécessaire à la victoire, et cette trahison qui laisse une cicatrice éternelle sur l'âme du vainqueur? Une telle victoire valait-elle un tel prix? Cette discussion fait partie de notre mémoire collective. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est précisément dans ce dialogue que l'histoire cesse d'être un simple ensemble de faits pour acquérir un sens. Si ces sujets difficiles vous intéressent, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de nos explorations des pages les plus profondes et controversées du passé.